Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart for Change. On est ensemble pour une demi-heure qui sera entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Ce sont les interviews de l'IA. Ça commence juste après ça. Nouveau rendez-vous dans Smart Tech, les interviews de l'IA. C'est parti aujourd'hui autour de la table. Bien évidemment, ils font l'actualité dans ce domaine. Isabelle Hilali, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'une compétition d'IA générative au château de Versailles. Olivier Binisti, vous lancez une suite d'agents IA. Je n'en dis pas plus. Bonjour également. Bonjour. Et Pierre-Alexis Voisin. Alors, vous nous dites, vous, que grâce à l'IA, ça y est, c'est fini, les disputes le dimanche soir autour des devoirs. C'est exactement ça. Bonjour quand même. Alors, Bonjour, on commence avec Isabelle Hilali, fondatrice et CEO de Datacraft. Datacraft, donc, qui est un club, en fait, qui rassemble les experts de la data pour se former entre pairs sur ces sujets d'intelligence artificielle. Exactement. Le sujet qui nous intéresse, là, ce sont les clés de Versailles avec un agentique hackathon au château. C'est une compétition donc d'IA générative qui va se tenir les 29 et 30 septembre, en ce moment même, on peut le dire. La semaine prochaine. Ok, c'est organisé donc avec Datacraft en partenariat avec Illuine Technologies, Mistral et Wavestone. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'objectif, en fait, c'est de créer des agents virtuels qui pourront aider à se créer un parcours sur mesure pour visiter le château. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a tout, déjà le domaine est énorme. Ouais. Et puis qu'on vienne avec des enfants, sans enfants, qu'il pleuve, qu'on ait envie de ne pas rater la galerie des glaces ou autre chose, ça fait beaucoup d'infos et c'est assez imparfait en fait quand on crée sa visite et le pari. C'est pour ça qu'on y retourne plusieurs fois aussi. Alors c'est vrai, c'est bon, et puis de toute façon il y a tout le temps, selon les saisons, il y a tout le temps beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la meilleure expérience de visite si vous avez prévu les jardins et qu'il pleut, de ne pas pouvoir changer en temps réel. Donc l'idée, la demande du château, c'était de nous dire est-ce que vous pouvez inviter un peu les meilleurs qui travaillent sur le sujet, organiser une compétition. Donc c'est un hackathon, c'est un marathon sur 2 jours pour que ils développent en fait des agents qui permettront d'avoir son assistant. Ils sont au taquet au château de Versailles là-dessus parce que j'ai démarré la saison là en parlant de Ask Mona. Tout à fait, le chatbot. Voilà, qui faisait parler les statuts, je crois. Exactement. Au sein du château. Là, d'organiser un hackathon, ils veulent vraiment quoi, avoir le meilleur des meilleures technologies d'IA générative pour créer ce parcours personnalisé. Donc ça va réunir combien de personnes Il y a 52 experts. Ok. C'est un peu la particularité de ce qu'on fait. C'est des experts de plein d'entreprises différentes. Donc soit ils sont au taquet, comme vous dites, ils veulent leur équipe à eux. Donc je sais pas, des gens comme Bouygues par exemple, comme Engie, comme voilà, on fait des équipes où ils sont 4. Et puis après il y en a d'autres qui ont envie de se mettre avec d'autres entreprises. Donc il y a ça va de Louis Vuitton, L'Oréal. Vraiment énormément d'entreprises BNP Paribas qui se sont inscrites et puis pour eux c'est vraiment un moyen d'apprendre aussi parce que l'IA ça va tellement vite que on apprend tous les jours et être entre pairs voilà, même s'il y a une compète mais on entend quand même un peu ce que les autres font et voilà, c'est à la fois un moyen de se former et puis aussi c'est stimulant quand même pour les équipes. Et parce que je regardais quel est le niveau de difficulté en fait de créer cet assistant qui va me permettre d'avoir une visite hyper personnalisée. En fait, c'est le nombre de critères qui doivent être pris en compte, c'est ça? En fait, ce qui fait, disons, pourquoi par exemple on fait pas juste une petite Google search pour dire voilà, je viens lundi, qu'est-ce que je peux visiter parce que non, mais on suffirait de mettre aussi, je sais pas, mon âge, ce qui m'intéresse dans la vie en général, et puis hop, voilà, c'est fait. Mais là, j'ai vu, vous voulez rentrer des critères, par exemple, sur la météo, l'affluence, le budget. Et c'est pour ça en fait que ça a du sens de développer des agents et pas juste un chatbot ou pas juste en fait une recherche classique. C'est parce que vraiment l'idée c'est d'être capable d'intégrer énormément d'informations et puis aussi des informations en temps réel. Typiquement, je suis à un endroit et je me dis, ben voilà, il pleut par exemple, donc comment je change mon programme? Ou alors, des enfants, ils sont fatigués, ils n'ont plus envie de tout faire, mais je veux quand même pas rater quelque chose. Donc,
Ça, Donc ça veut dire que c'est un agent qu'on pourra interroger aussi en temps réel tout à fait, pendant sa visite. Et c'est ça qui est super. Ok. Vous avez des questions sur ce projet? Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que j'ai moi-même monté quelque chose dans le monde de l'art à une époque et rendre ce monde de l'art beaucoup plus accessible à tous. Moi, je trouve que c'est un projet qui est, c'est formidable. Oui, Est-ce que ça le rend plus accessible? Est-ce que l'utilisation du numérique, est-ce que ça peut pas être une barrière aussi? C'est une question que vous vous êtes posée? Alors là, au contraire, ça devrait pas. Parce que vraiment, de toute façon, ça sera une application, donc ce sera assez simple. Il y aura toujours des conférenciers, il y aura toujours le personnel qui est là pour guider. Donc je pense que c'est vraiment plus une aide quand même qu'une barrière. Et puis, on ne demande pas à tout le monde de développer ses agents, hein. Là, on a des experts qui vont être là. Les 52, c'est vraiment des experts, c'est pas du grand public. Ouais. Mais le résultat, donc, ce qui va être livré, ça sera une application qui ne sera pas utilisable par le grand public tout de suite. Et justement, pour que ce soit accessible, il y aura des développements, il y aura de l'ergonomie qui viendront. Et peut-être une dernière chose, comme vous parlez d'accessibilité, nous, on y a été très sensible. Un des points qui a été donné par le château, c'était que dans tous les critères, toutes les infos qui sont entrées, il y a aussi tous les sujets d'accessibilité. Voilà. Et avec tout type d'accessibilité, d'ailleurs, ils y étaient très sensibles. Et dans le jury, pour représenter le château, il y aura plusieurs personnes, dont la personne qui s'occupe de ces sujets d'accessibilité. Alors, vous avez une question sur ce projet? Je trouve ça passionnant. Je n'ai pas de question particulière, je trouve ça passionnant parce qu'effectivement, il y a cette dimension d'accessibilité, de se dire que la technologie crée des usages pour tous, en fait, et s'adapte à tous. C'est clairement ce qu'on cherche tous, quoi. C'est dire que ce n'est pas réservé à une élite ou à un petit nombre, mais c'est disponibilité pour tout le monde, quel que soit son âge, son usage, etc. Et dans des sujets de la vie de tous les jours. Exactement. Oui, voilà, c'est bon. Tout à fait, là, c'est vraiment le cas. C'est extraordinaire. On voit une utilité. Bon, Olivier, on continue ensemble. Ouais. Olivier Binisti, vous êtes directeur business consulting et stratégie chez Adobe pour l'Europe de l'Ouest. Et donc, la dernière actualité d'Adobe, c'est la disponibilité d'une suite d'agents IA. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que c'est une suite d'agents IA chez Adobe? Alors, en fait, ça fait 10 ans en fait, qu'on utilise l'IA pour nous, que nos clients l'utilisent. Jusqu'à présent, donc sur la création graphique. Et pas que, en fait. Et c'est ça. J'en parlais tout à l'heure avec Alexis, c'est qu'en fait, Adobe est très connu effectivement sur la dimension graphique, création, Photoshop, Premiere, Lightroom, etc., Acrobat. Mais en fait, depuis 12 ans, on a créé toute une suite d'outils marketing qui permettent de créer des campagnes, de créer des sites web, de créer des apps, de capturer de la donnée et de comprendre qui sont leurs clients. Oui. Depuis 2 ans, on avait créé des assistants. J'ai une demande et j'ai des IA qui vont m'aider à mieux faire. Là, on bascule dans le monde de l'agent. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, parce que j'ai de la donnée, je vais avoir des agents qui vont raisonner, qui vont comprendre le contexte et qui vont prendre des décisions. L'humain est toujours derrière, mais qui vont prendre des décisions pour être très concret. Mais alors oui, il faut être très concret, parce que quand est-ce que l'humain est toujours derrière ou pas? L'humain est derrière parce qu'en fait, il y a toujours une décision à prendre. En fait. Mais sauf qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les entreprises, nos clients, nous disent « Moi, j'ai toujours plus de clients, idéalement, et je veux toujours plus personnaliser l'expérience. Sauf que je ne peux pas avoir des milliers de gens qui vont créer des millions de contenus pour m'adresser à des gens à travers le monde entier. Donc, comment l'IA va prendre le relais? Et on est là. C'est comment, finalement, on croise IA, créativité, marketing. Un exemple qu'on voit dans la dimension marketing. On le disait juste avant, on pouvait faire une recherche. Les gens vont de moins en moins sur le site de recherche, de plus en plus sur l'LM pour dire « Je cherche aussi, donne-moi des conseils ». Il y a une étude récente qui montrait que les gens font de la guidance à travers l'LM. Et bien là, c'est de se dire comment moi, Marc, je vais pouvoir optimiser ma visibilité quand quelqu'un fait une recherche. Je crois que vous appeliez Olivier, alors moi là, je suis perdue. Mais c'est vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est vraiment comment je vais effectivement permettre aux marques d'optimiser la présence dans les LLM, identifier les audiences, les adresser et créer plus vite. Mais il va y avoir des actions qui vont se lancer toutes seules de manière automatique. Qui peuvent se lancer toutes seules. Évidemment, le contrôle de choix, donc en fait, on va pouvoir limiter. Mais je prends un exemple. Vous avez des millions de données, vous êtes une entreprise, vous dites comment est-ce que je veux savoir quelles sont mes audiences possibles et quelles je peux adresser à quel type de contenu. S'il faut le faire à la main, c'est impossible. Ouais. Avoir des gens qui vont aller chercher et qui vont dire par rapport à du contexte, je vois quelle campagne on pourrait créer, quelle campagne marketing, quelle campagne publicitaire, et orchestrer avec un autre agent qui va créer des contenus en partie. Là, derrière, en fait, il y a un champ des possibles qui devient énorme, sauf que, et heureusement, on a toujours besoin de marketing, de communication, de publicité pour
donner des limites, donner un cadre en fait. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi qu'en interne, il y ait des compétences pour savoir piloter Exactement. ces agents IA. À quel point justement, j'imagine que ça fait partie des défis pour vous chez Adobe, hein, mais de rendre ces outils quand même facilement utilisables. Il y a quelque chose qui est critique. Est-ce qu'il faut une formation? Enfin, je sais pas, par exemple, pour utiliser les agents IA. J'allais dire finalement, comme tous les nouveaux outils, il faut Ouais. souvent apprendre à s'en servir. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est passé à l'ère du prompt où tout le monde se dit, je peux prompter. Oui. C'est effectivement plus compliqué que ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est comprendre quelles sont les capacités, quelles sont les possibilités. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des formations. Et un point qu'on dit à nos clients, nous, c'est on peut vous faire la meilleure technologie du monde si vous n'avez pas le bon modèle de gouvernance, si vous n'avez pas les bonnes équipes en place, les bonnes ressources, la bonne formation. Vous dire qu'on est les meilleurs, ça ne changera rien pour vous et vous direz j'ai échoué à cause d'Adobe. Oui. Donc effectivement, il y a tout ce travail d'accompagnement, de support. C'est presque un nouveau métier, non, pour Adobe, du coup Alors, on le fait depuis un moment. En fait, on le publicise un peu plus. Mais effectivement, moi, ça fait des années que je dis à mes clients, OK, vous me dites que vous ne savez pas bien de tel outil, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez mis en place? Et souvent, c'est, j'ai acheté un outil et je l'ai donné à mes équipes et puis débrouillez-vous. En fait, ça ne peut pas marcher comme si. C'est comme si je disais, je vais conduire une voiture parce qu'il y a un volant des roues sans jamais avoir appris à conduire. Il faut apprendre. Et cette suite d'agents IA, c'est uniquement dédié aux campagnes marketing pour l'instant? Non, c'est dédié à la dimension créativité, aider à mieux créer. Par exemple, j'ai une agence qui va me créer des contenus. Comment je vais pouvoir les décliner pour créer des contenus que je vais mettre sur mes sites internet. La dimension campagne est effectivement assez importante sur toute la dimension d'analyse des données, de capacité à créer des parcours qui vont être personnalisés. Et puis le point qu'on voit derrière, c'est en fait surtout une dimension d'orchestration dans ces gens. On peut avoir plein d'agents. En fait, on crée aussi une couche par-dessus qui va permettre d'orchestrer et de faire travailler les agents en fonction des contextes. Mais oui, par contre, la dimension campagne, aujourd'hui, c'est critique pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Donc c'est vrai qu'on met l'accent beaucoup aujourd'hui parce que c'est aussi ce que nous demandent nos clients. Est-ce que vous avez des questions sur la suite d'agents IA? En tout cas, des remarques, parce que moi, je suis étonné à quel point nos mondes sont familiers, alors que vous travaillez sur du B2B, nous, on est vraiment sur quelque chose qui est pur B2C. C'est-à-dire, Pierre-Alexis, en quoi c'est familier? C'est-à-dire qu'Olivier parle d'hyper-personnalisation. Oui. Pour nous, hyper-personnaliser l'expérience d'apprentissage, c'est vraiment une grande partie de ce qu'on fait. Et puis, il y a cette notion de ne pas laisser les gens seuls face à une intelligence artificielle, de la même manière que nous, on considère que c'est impossible de laisser un enfant de 11 ans seul face à un LLM. On sait ce qui va se passer. Ça va dériver très vite. Donc je trouve que nos sujets, notre vision... Le sujet de l'accompagnement. Le sujet de l'accompagnement et le sujet de se poser la question de ce que l'IA peut débloquer. Donc cette hyper-personnalisation dont vous parlez, nous on parle beaucoup, et dont vous avez parlé également beaucoup. Et effectivement, la question de savoir comment on amène à nos utilisateurs, quels qu'ils soient, la puissance de l'IA au maximum. Et pas les laisser, comme vous l'avez dit, comme des conducteurs de voitures à qui on n'aurait jamais expliqué comment. Mais est-ce que c'est pas un peu ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative? Est-ce qu'on laisse pas les gens conduire des voitures alors qu'on leur a pas appris à piloter? Oui, mais parce que comme j'allais dire, oui, et puis ça dépend où, hein. Je pense que ça dépend dans quelle boîte. Ouais. Et puis comme, finalement, fut un temps, il y a très longtemps, on disait, peut faire de la photo, apprends un peu. Aujourd'hui, on ne dit pas à quelqu'un qui a un smartphone, attends, avant de prendre une photo, apprends. Donc finalement, l'usage, le service crée l'usage se développe. Après, ceux qui utiliseront le mieux seront ceux qui ont appris. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais juste avant, en fait, je pense qu'on a nous une situation un peu à part, c'est qu'en fait, comme beaucoup d'éditeurs de logiciels, on vend à des entreprises. En fait, quand je parlais de Photoshop Premiere, en fait, depuis des années, on a vendu à des particuliers. Oui. C'est vrai. Et donc, en fait, ce cas très unique chez les éditeurs fait qu'en fait, à un moment, on a dit, en fait, si j'ai des gens partout dans le monde, je suis obligé de m'adapter à eux et je vais pas juste leur pousser les mêmes services, les mêmes outils. Puis, on a créé depuis des années des milliers de tutoriels pour leur apprendre à utiliser parce qu'on sait que s'ils apprennent pas, très basiquement, très commercialement, les gens, s'ils ne servent pas, si on leur apprend pas à s'en servir, ils vont arrêter d'utiliser. Puis derrière, ils disent, j'ai plus besoin de ces outils, puis je passe à autre chose. Moi, je peux même vous donner un exemple sur la question de l'humain, en fait, dont vous parliez. Justement, pour le château de Versailles, on voulait faire une belle affiche. Et notre équipe tech a commencé en disant on va préparer le brief pour le DA en fait et ils sont allés super loin justement avec les outils, ils ont fait une affiche qu'on trouvait pas mal en fait et on l'a envoyé à notre DA en lui disant bon c'est un peu ça qu'on veut mais en gros le pauvre on lui disait à la limite mes 3 coups de pinceau là-dessus mais c'est ça qu'on veut. On peut pas demander ça à un directeur artistique. Exactement. Je me suis dit on va laisser un peu on va voir un peu parce que l'équipe était tellement fière d'avoir fait ça mais c'était notre équipe tech
Et ce qui était amusant, c'est que notre DA, il est super en plus. Il a regardé, il a dit ah ouais, c'est vraiment bien. Il dit oui, mais il y a un petit souci quand même, c'est que en fait, ce que vous avez illustré, bon, il n'a pas osé dire qu'il y avait plein de robots et qu'il trouvait que ça allait pas du tout. Mais il dit en fait, ça c'est vraiment très Pixar Studio, donc en fait, La question des droits on n'a d'auteur pas le droit de aussi. faire ça, Ouais. voilà. Et du coup, bon, lui, il nous a fait autre chose de beaucoup plus beau, mais en fait, en termes d'apprentissage et de gouvernance, c'est ça qui était intéressant. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, c'est là où mon rôle de chef d'entreprise, c'est d'avoir ça en tête et surtout pas dire, ah, mais c'est génial, en fait, on n'a plus besoin de DA et allons-y, on a une super affiche. Donc, et là, c'est un peu la difficulté de un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est qu'en fait, ils n'ont pas cette culture de l'IA. Ah oui, ouais. Et du coup, c'est pas évident de se dire, tiens, c'est génial, mais en fait, c'est peut-être en l'occurrence quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Donc il y a des sujets super intéressants. Et même, voilà, rédiger une communication pour présenter son site internet en se disant, bah, je vais prendre une IA générative qui va me créer mon texte. Bah oui, mais dans le texte, il peut y avoir des problèmes effectivement de reprise de droits d'auteur, des incohérences, des choses qu'on remarque et qui font vraiment, c'est écrit par une IA. Ça, c'est quand même un repoussoir. Donc oui, il y a tout ce travail effectivement d'apprentissage à utiliser ces outils qui ont l'air merveilleux, mais qui sont pas si simples à manier. Qui peuvent être inspirants, ça donne des idées, c'est sur la ce qu'a dit notre DA. Hein. Exactement, sur la partie créative, on a des outils depuis 2 ans, en fait, et on voit qu'en fait, les créatifs ne s'en servent pas forcément pour créer, mais pour s'inspirer, pour faire des mood boards, pour aller chercher des idées. Et par contre, ce qu'on a mis en place dès le départ par rapport à ce que vous dites, c'est de dire, en fait, chez nous, on ne peut pas dire crée-moi une image à la façon de Pixar ou Star Wars. C'est bloqué, c'est interdit parce qu'il y a des droits. Ou reproduis-moi, ou je voudrais une photo d'Emmanuel Macron habillé comme ça, bah, ça, c'est pas possible. Vous pouvez le faire avec d'autres, mais nous, volontaire. Et ce qui, en fait, rassure les entreprises aussi, qui disent au moins, je prends pas de risque, le résultat me convient, je sais que légalement c'est bon. Et puis, en fait, les créatifs, d'ailleurs, vont plus loin. Un petit peu vieux, j'ai commencé en édition papier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, je travaille avec des maquettistes qui m'ont dit, quand la PA est arrivée, la publication assistée par ordinateur est arrivée, je dis, oh là, ça va nous briser notre mission, on n'aura plus rien à faire. Puis au bout de 2-3 ans, je dis, en fait, je suis beaucoup plus créatif qu'avant parce que ça me soulage, ça m'accélère sur les choses et je suis beaucoup plus créatif. Et je pense qu'on va vers ça avec l'IA. Allez, on continue ensemble, Pierre-Alexis Voisin. Vous êtes donc le cofondateur de Baobab. C'est ça, en fait, le mot magique. C'est absolument ça. L'application qui fait aimer les révisions, vous nous dites, aux 10-15 ans, grâce à l'IA. C'est absolument ça. Grâce à l'IA et grâce à la gamification, mais beaucoup l'IA, en effet, qui permet une hyper-personnalisation de l'apprentissage. Parce qu'on a parlé de repoussoir. Et un repoussoir pour les enfants, c'est de se retrouver, je peux les comprendre, de se retrouver seul face à leur cahier. Donc 6 pages d'histoire géo à apprendre et seule possibilité, comme à l'époque de Jules Ferry, de les lire, les relire, les re-relire. On est tous passés par là. Et il paraît que c'est pas comme ça qu'on apprend le mieux. Non, c'est pas comme ça qu'on apprend le mieux. Le résultat est souvent assez médiocre. Avec Baobab, on propose une approche qui est radicalement différente. Donc l'enfant prend en photo son cours. Nos agents, donc Olivier en parlait, on a tout un monde d'agents IA hyper sophistiqués pour extraire toutes les informations à retenir dans ce cours et être capable de les repackager dans un parcours d'apprentissage hyper gamifié et hyper efficace à la Duolingo. Donc l'enfant va... des quiz. Il y a des quiz, il y a des récompenses, on peut même défier, ça c'est un petit twist, on peut défier ses parents. Parce que les parents ont tendance à penser... Ça c'est pas sympa parce que... c'est pas sympa, mais c'est quand même assez juste dans le fond parce que... Les parents va démystifier le statut parental. Ça change un peu le statut parental, mais les parents ont toujours tendance à considérer que c'est facile, finalement, il n'y a qu'à faire un effort pour apprendre. Et quand on a des parents qui se retrouvent face à des quiz sur l'Empire byzantin, ils font beaucoup moins les malins. J'imagine. Les enfants prennent un plaisir fou à défier leurs parents, et puis ça rééquilibre un peu toutes les relations familiales. Et du coup, c'est plus une dispute, c'est un jeu de réviser. C'est un jeu. Avec Baobab, l'objectif, c'est que les dimanches soirs, dont vous parliez, Delphine, j'ai l'impression que le sujet vous parle. C'est ça. Le but, c'est que ces dimanches soirs deviennent des moments de plaisir et de jeu. Absolument. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche aussi, c'est que vous dites que ça démarre par une photo de prise de cours. C'est-à-dire qu'on ne révise pas l'Empire byzantin dans l'absolu. C'est vraiment un outil qui permet de travailler sur ce qu'a donné le professeur. Absolument. C'était très important pour nous. Donc, c'est de la reconnaissance de caractère. Absolument. C'est de la reconnaissance de caractère. Ça va plus loin que ça parce qu'on reconnaît même des images dans l'image. D'accord. Si on a un cours avec un plan de musée ou un tableau ou une carte du monde. Il faut être capable de l'analyser et d'en tirer le contenu à faire apprendre à l'enfant. Et ça nous permet effectivement de générer un contenu qui est, un parcours d'apprentissage qui est basé exactement sur ce qui est écrit dans le cours de l'enfant, donc sur ce qui va tomber
à l'interro. Et alors, on ne doit pas avoir peur des hallucinations des IA génératives, Je on ne dois doit vous pas avouer s'inquiéter des mauvaises interprétations, Alors, de la reconnaissance visuelle. Alors, c'est un très bon point. La reconnaissance visuelle, les progrès ont été absolument fantastiques. Ouais. Même sur du manuscrit écrit comme un cochon, une écriture, bon, je vais me faire des ennemis, mais même sur une écriture de médecin, on y arrive. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des hallucinations, on a, j'imagine, comme du côté d'Olivier et du côté d'Isabelle, on a mis en place tout un tas de garde-fous dans notre monde agentique pour prévenir ça. Donc, quand il y a une hallucination, on la détecte et on la traite. Je dois vous avouer que les IA ont tellement progressé que la quantité d'hallucinations, la proportion, elle est devenue absolument infime. Et pour nous, c'est un sujet de précaution majeure. On veut Et surtout comment est-ce pas que vous qu'un pouvez enfant vérifier justement, parce que Alors, une fois que l'application est entre les mains de l'enfant, qu'il prend c'est un en très bon photo point. son propre cours, vous n'avez plus la main à partir de là sur ce qui se passe. On n'a plus la main, par contre, on a la main dans toute la R&D en amont pour être capable de designer des outils qui permettent de vérifier ça. Des outils qui sont, comme chez tous les gens qui font de l'IA de manière sérieuse, un mélange d'évaluation d'IA par d'autres IA et d'évaluation par des humains. Il faut faire un mélange parce qu'on ne teste pas les mêmes choses. Donc le champ de l'évaluation d'une IA, savoir si à l'échelle, dans un monde industriel, elle va performer, c'est un sujet de recherche intense. Donc on est à la pointe aussi de ce sujet de recherche. Donc on mélange vraiment de l'évaluation par d'autres IA et de l'évaluation D'accord. par des humains qui sont les membres de l'équipe, qui sont des profs avec qui on travaille, tout un tas de gens qui arrivent avec des angles différents pour s'assurer que tout est fait parfaitement. Et alors je vois 90 000 familles Alors c'est un peu utilisatrices plus, déjà. c'est 90 000 quand on s'est contacté la première fois, Ok. on a dépassé les 105 000, il Ok. me semble. On est sur une période Ouais, de ouais. rentrée qui est une super période parce que le sujet... Ah bah là c'est votre oui, c'est votre moment. Alors je dirais qu'on a plusieurs moments dans l'année en fait. Ok. À chaque vacances scolaires par exemple, on a un moment qui est très fort parce qu'elle coïncide en général avec un bulletin. Et vous Oui. savez, quand J'allais on dire, moi, les reçoit... vacances, personnellement, c'est pas là où je me dis tiens, C'est je vais réviser. Alors, il y a un moment charnière dans les vacances qui est le moment où on reçoit le bulletin du collège. Mm. Et là, tout d'un coup, en général, le sujet revient Pour sur la serrer la table. vis. C'est ça, exactement. Ok. Le seul temps qui est pour nous un petit peu plus creux est celui de l'été, où on estime que les enfants, quand ils ont bien travaillé toute l'année, on leur fiche la paix. Et alors, il faut convaincre qui est-ce que vous travaillez aussi avec l'éducation nationale ou alors vous êtes directement en démarche très grand public C'est- auprès des parents? C'est une excellente question. Pour aller très vite, on a choisi de travailler avec les parents directement. On a évidemment des relations avec des profs, parce que c'est important pour nous d'avoir leur avis. C'est important pour nous de les associer à la construction du produit. En revanche, on n'a rien fait de très formel avec l'éducation nationale. Ça viendra peut-être, on n'est pas du tout fermé à ça. Mais l'idée était d'aller Et le eux, ils sont plus vite ouverts ou possible. pas? Parce que C'est une bonne question. Je pense que malheureusement, ils sont un peu sous l'eau. Ouais. Il y a beaucoup de sujets à traiter de leur ouais, il y a côté. beaucoup d'autres Donc, priorités. Ouais. je pense que c'est une priorité, la modernisation de l'enseignement, très Ah oui, clairement. ouais. Je pense que c'en est une pour eux, très sincèrement. Je pense qu'on y viendra. Voilà. En tout cas, nous, on est très ouverts à travailler avec l'éducation nationale, en effet. Isabelle, Olivier, vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une petite question. Bien sûr. Est-ce que, parce que c'est vrai que ce sujet des hallucinations, il est Oui. important Bien sûr. avec votre outil et dans la vie en général maintenant. Et du coup, est-ce que dans le parcours de l'élève, il y a un petit temps prévu de sensibilisation à peut-être que là tout est exact, mais en tout cas, voilà le recul qu'il faut que tu aies quand tu utilises ce genre d'outils et d'ailleurs dans la vie en général, voilà les Alors, questions que tu dois te poser. Ouais, de la sensibilisation au numérique finalement. Je trouve Au que numérique, je trouve que c'est ouais. une question qui est excellente aussi, merci. C'est un sujet qui se pose effectivement pour l'éducation numérique, qui peut se poser pour l'éducation financière aussi, c'est important. On sensibilise de plus en plus les jeunes au fait de gérer leurs économies correctement et puis de bâtir une vie future grâce à ça qui soit réussie. Donc je pense que c'est tout un tas de modules qu'on pourrait avoir effectivement hors de ce que l'enfant doit absolument apprendre et sur lesquels la gamification qu'on est capable de mettre en place pour effectivement les rendre un peu plus digestes pour les enfants. Et moi, j'aime bien l'idée. Très intéressant. Ouais, mais À chaque fois, si j'imagine, je vais plus loin encore, Isabelle, je me dis pourquoi pas même avoir un petit truc, un petit onglet qui dit Voilà. tu veux comprendre comment ça marche. C'est comme ça que Mais tout à fait. j'imaginais aussi. Je trouve Cette que IA, c'est cette vraiment- application, mais on tout à va fait. t'expliquer. Mais on a des enfants qui nous écrivent en nous demandant comment ça marche. On a Ouais, des mais enfants ce qui nous serait écrivent bien. pour faire des retours sur notre IA. Mm. C'est un sujet qui, je pense, passionne les enfants, qui n'ont pas de réticence, qui comprennent tout de suite que l'IA, c'est le monde de demain et qui ont envie de rentrer Et puis là-dedans. on a besoin, le plus vite enfin, possible. vous n'allez pas dire le contraire, mais on a besoin de leur expliquer le plus tôt possible. quand Mais même. je pense que c'est extrêmement C'est derrière important. la machine. Bien sûr, la Ouais. suggestion est excellente. On va Mais rapidement le Olivier faire. Ouais, la remarque que je me fais aussi, c'est, Ouais. je pense à tous ces enfants qui sont entre guillemets un peu mis de côté. Où c'est compliqué pour les enseignants, dysorthographiques, dysgraphiques, dyspraxiques, dyslexiques. C'est vrai. C'est probablement pour eux, alors, en dehors de la classe,
mais un moyen de compenser et d'arriver à étudier de manière un peu plus facile. En fait. C'est un Ou des excellent parents point. qui ne sont pas là, qui n'ont pas le temps Ouais. aussi. Ouais. C'est un excellent point. On est en discussion avec beaucoup de professionnels qui coachent des parents et des enfants sur la partie apprentissage et devoirs, et qui viennent vers nous en nous disant on a essayé Baobab avec nos patients et ça fonctionne hyper bien. Donc il est très clair pour nous que ça peut être un accompagnement effectivement pour ces enfants-là, pour passer certaines barrières qui sinon sont extrêmement difficiles pour eux à passer face à un contenu hors application. Ouais. Je Donc, suis tout à fait d'accord. Voilà, vous avez tellement de choses à développer encore, vous ne pouvez pas vous retirer trop longtemps, vous avez beaucoup de travail. On a beaucoup de travail, mais on a la chance d'avoir une super équipe, donc Oui, on avance vite. Ça marche super bien. Ouais, absolument. Je voulais vous faire réagir, créer un nouveau petit rendez-vous dans ces interviews de l'IA. Ce serait un peu le débrief de l'IA, on va dire. Vous faire réagir de manière assez spontanée à quelques actualités que j'ai sélectionnées autour de l'intelligence artificielle. Alors, par exemple, en voilà une sur laquelle j'avais envie d'entendre vos points de vue. LinkedIn qui va utiliser les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle. Vous vous dites, c'est normal ou c'est insupportable? Olivier. Normal ou pas, je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que malgré tout, ils communiquent pour dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Absolument. D'autres ne le feraient pas ou ne le feront pas. Alors, la question que je peux me poser, c'est si je dis je ne veux pas, mais que je publie quelque chose et que quelqu'un a dit oui, republie ce que j'ai publié, est-ce qu'ils vont utiliser ce que j'ai moi fait? Ah ouais, bonne question. Malgré tout, ça je pense qu'ils peuvent quand même le contrôler, mais au moins dire aux gens, est-ce que vous voulez ou pas, je trouve que c'est quand même déjà une très bonne chose. Ouais, c'est le minimum, moi je dirais. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais oui, bon. Moi, je serais assez d'accord avec Olivier du moment qu'on est prévenu, tout va bien, et je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui pensent qu'avoir des IA plus performantes grâce au réentraînement, c'est une bonne chose. Donc du moment qu'on est conscient de ce qui se passe, on accepte de jouer le jeu, je trouve que c'est bien d'entraîner des IA sur du contenu tel que celui de LinkedIn. Isabelle. Ouais, je partage cet avis. L'idéal, c'est d'avoir le choix aussi. Ouais. Voilà. Et qu'on puisse facilement décocher ce qu'on veut pas et qu'on puisse changer d'avis. C'est pas l'idéal, c'est voilà. l'important. Oui, ça me semble aujourd'hui essentiel quand même, hein, de garder un peu de maîtrise quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Diela, cette ministre virtuelle, la première ministre virtuelle au monde? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est une idée géniale, ça va éclairer les politiques publiques avec des données vraiment solides? Ou alors vous dites, non, c'est terrible si on en arrive là, en fait, d'avoir des politiques soutenues par des IA? Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, en tout cas, parce que je trouve que la politique est pas mal chahutée en ce moment, et je trouve que donner l'image qu'en plus elle peut être totalement virtuelle, donc ça peut décrédibiliser. Voilà, et je me disais, il y a déjà pas mal, c'est déjà compliqué en ce moment, donc je l'aurais pas fait. Par contre, clairement, utiliser l'IA quand on est un homme politique et avoir un peu un shadow partenaire qui est l'IA. Un peu de data intelligence. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Je n'étais pas au courant de l'existence de Diela, pardon, donc je dois avouer que j'ai trouvé le point de vue d'Isabelle très construit et très intelligent, mais je ne me permettrai pas d'en avoir un parce que je ne connaissais pas l'existence de Diela. Je vais Diela. malheureusement avoir le même avis. Je n'étais pas au courant non plus, je suis désolé. Je reviendrai plus tard avec mon actualité quand vous aurez planché dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans les interviews de l'IA. Pierre-Alexis Voisin, cofondateur de Baobab, Isabelle Hilali, fondatrice et CEO de Datacraft, et Olivier Binisti, directeur business consulting et stratégie chez Adobe. Merci à vous, c'était Smart Tech. Merci de nous suivre, à très bientôt sur la chaîne Bismart.